Alors bonjour à tous. On m'a demandé de venir vous parler du sol. Alors à la dernière minute, j'ai rajouté une diapositive parce que j'ai compris que j'étais la première à passer et que c'était peut-être intéressant de définir ce que c'était que l'agroécologie, puisque sur le titre de vos petits papiers, vous avez « Gestion durable des sols viticoles dans un contexte d'agroécologie ». Donc j'ai sorti ma petite bible de l'agroécologie pour qu'on soit bien d'accord sur la définition, sachant que c'est un concept qui n'est pas facile à définir, sur lequel tout le monde n'est pas forcément d'accord. Donc j'ai pris la définition qui est affichée. Je me suis permise aussi de rajouter que le premier concept date quand même de 1930, et ça me semblait important de l'ajouter pour avoir une petite touche d'humilité lorsque l'on présente des travaux très innovants, que le concept d'agroécologie date quand même de 1930. Donc il repose sur les trois principes suivants. Produire en s'appuyant sur les fonctionnalités des systèmes, maximiser les biodiversités fonctionnelles, excusez-moi pour l'erreur, et renforcer les régulations biologiques, donc avec l'objectif de piloter son système agronomique en prenant en compte toutes les biodiversités qu'il est possible d'envisager en plus de la culture pour laquelle on a besoin de produire. Donc maintenant, j'en viens au sujet de mon topo. Donc, je n'ai pas osé mettre comme titre « Sol si facile à cirer », mais bon, c'était un petit clin d'œil musical à mon collègue Guillaume Delanoux, qui est très musicien. Et puis aussi, petite précision par rapport au topo que vous pouvez avoir entre les mains, j'ai souhaité pouvoir plutôt l'enrichir. Donc on va dire qu'il y a des éléments que vous retrouvez dans le petit topo, mais il y a aussi des éléments supplémentaires que j'ai voulu apporter. Alors c'est fantastique, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de taper sur Internet uniquement le mot sol, de voir la multitude des définitions qui peuvent en sortir. Donc j'ai essayé d'imager l'ensemble des définitions en passant de la bière mexicaine au soleil espagnol. Nous, ce qui nous intéresse bien ici, le sol, évidemment, c'est votre outil de production, celui qui est lié aux notions de terroir, avec ses caractéristiques physico-chimiques qui y sont liées. Alors, il faut souligner en premier lieu que c'est un système vivant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système ? Un système, c'est un ensemble d'éléments qui interagissent entre eux dans un but qui est propre au système. Vivant, je voulais être sûre que vous étiez tous convaincus que le sol était vivant. Donc j'ai demandé à mes collègues d'Amboise de réaliser une petite expérience. Donc ils ont fait pour moi des cultures de sol, donc avec des milieux spécifiques pour faire des cultures de champignons, des milieux spécifiques pour faire des cultures de bactéries. Et puis ils ont aussi pris soin de faire une culture de sol stérile. Voilà. Donc Laurence pourra faire passer les petites boîtes si vous voulez vous convaincre que le sol est bien le lieu de mille vies. Dans une petite cuillère à café, on estime qu'il y a plus d'1 million d'organismes qui sont répartis en 1 millier d'espèces différentes. Alors le groupe GESOL a énormément travaillé pour attribuer des fonctions à tous ces organismes qui sont présents dans le sol. Alors en ce qui nous concerne, on est moins focalisé sur la mégafaune. La macrofaune, la mésofaune et la microfaune nous concernent plus directement. Donc la macrofaune a un rôle qu'on appelle d'ingénieur physique de la Terre. Donc ce sont les organismes qui vont permettre de structurer le sol, de créer des habitats, de réguler les ressources en matière organique et en eau. La mésofaune va plutôt avoir un rôle de régulateur, et notamment de régulateur des populations en termes de quantité et de dynamique de toutes les populations du sol. Et puis la microfaune, ce sont les ingénieurs chimistes de la Terre. Donc c'est eux qui assurent les décompositions des matières organiques pour produire des éléments, et entre autres éléments, tous ceux qui sont assimilables par la plante. Alors comme c'est un système vivant, c'est un système qui est fragile, et vous participez avec les choix techniques que vous faites, soit à la préservation, soit à la dégradation de ce milieu. Et on a tous intérêt à œuvrer pour participer à la préservation de ce patrimoine, dans un souci de pérennité des sols viticoles, et également parce que ça va permettre à la vigne d'avoir son meilleur potentiel. Alors vous n'êtes pas sans savoir que de nombreux dangers menacent le sol, et qu'ils peuvent conduire à des dégradations qui sont plus ou moins réversibles.
La difficulté étant que lorsque on s'aperçoit qu'il y a un souci sur le sol, c'est souvent un diagnostic qui est tardif et qu'il est difficile après de redresser. Donc parmi les nombreux dangers qui avoir pour nos sols et qui ont été listés d'ailleurs par la Commission européenne en 2006, il y a l'érosion. Guillaume Delanoux a prévu de vous parler de ce phénomène-là. Il y a également la diminution constante des taux de matière organique. Il y a tout ce qui est contamination des intrants et des pollutions, avec en particulier en viticulture le souci de pollution liée à l'accumulation du cuivre dans les sols. Et puis tout ce qui est tassement ou problème de l'urbanisation des surfaces. Donc voilà pour ma présentation un petit peu générale de ce que peut être le sol. Maintenant, je vais me focaliser sur les matières organiques, puisque c'est ça qui nous intéresse. Je vous reprécise ce que sont les matières organiques pour qu'on soit bien d'accord de ce quoi on parle. Donc les matières organiques du sol, c'est l'ensemble des organismes vivants, résidus végétaux ou animaux, l'ensemble des organismes aussi qui sont en cours de décomposition et qu'on trouve sur la couche superficielle du sol, donc directement sous nos pieds. Donc dans nos parcelles de vignes, toutes les feuilles, tous les bois de taille, tous les amendements organiques que vous pouvez avoir sont dégradés et digérés par la faune et par les micro-organismes du sol. Donc ça, on va dire que c'est notre porte d'entrée. Et puis c'est transformé, donc une partie est transformée en humus. L'humus, c'est la fraction stable de la matière organique qui permet le stockage du carbone. Et puis une autre partie est minéralisée avec une assimilation directe, en particulier par les plantes, avec également des pertes, puisqu'il peut y avoir des lessivages. Alors maintenant qu'on connaît la façon dont notre système fonctionne, on peut se poser la question de quels moyens dispose-t-on pour connaître ces matières organiques ? Donc là, il faut se tourner vers des laboratoires, puisqu'il existe des indicateurs de diagnostic qui sont mis à disposition pour caractériser aussi bien la quantité que la qualité des matières organiques. Alors le point de départ, c'est toujours une analyse de terre et qui va permettre de donner le taux de matière organique, c'est-à-dire la proportion de matière organique que vous avez dans l'horizon sur lequel vous avez prélevé. On peut considérer que c'est un indicateur de stock qui est intéressant de connaître à un temps T0 et puis à un temps T plus 5 ans ou plus 10 ans. Parmi les autres indicateurs disponibles, on peut demander le C sur N. Donc ça, c'est plutôt un indicateur du fonctionnement du sol, savoir si notre sol est plutôt dans une dynamique rapide ou dans une dynamique relativement lente. Donc quand le C sur N est supérieur à 12, on va considérer que le sol est relativement peu actif et donc il va plutôt y avoir une tendance d'accumulation de matière organique qui est peu dégradée, alors que si le rapport est inférieur à 8, on peut considérer que l'activité est très importante. Alors dans les deux types de situations, il y a des avantages et des inconvénients en fonction lorsque l'activité est importante, il y a une bonne dégradation, mais on peut avoir un lessivage des minéraux par exemple. Une autre analyse qui est disponible et qui est peut-être un petit peu moins connue, c'est la mesure de la biomasse microbienne. Alors la mesure de la biomasse microbienne, ça permet d'avoir une approche globale des micro-organismes vivants du sol. Donc c'est vraiment la quantité de carbone vivant dans votre sol. Et c'est une technique qui est intéressante parce que autant on sait que le sol est un compartiment, on va dire, qui réagit lentement par rapport à notre échelle temps, autant les micro-organismes vont avoir une capacité de réponse beaucoup plus importante. Et dans le cas d'un changement de pratique, c'est d'abord cette population de micro-organismes qui va réagir. Donc c'est un indicateur qui sera plus précoce que de faire uniquement des analyses directes sur la matière organique. Néanmoins, cette mesure est intéressante également si vous la faites, plutôt si vous la faites à intervalles. On va dire une unique mesure ne sera pas forcément révélatrice. Ce qui peut être intéressant par contre, c'est de faire une analyse si vous êtes en désherbage chimique total, vous souhaitez passer en travail du sol, et là vous pourrez avoir des éléments comparatifs.
Alors j'en ai fini avec cette partie qui était un petit peu théorique, voilà, mais qui j'espère va vous permettre de bien comprendre les enjeux des expérimentations qu'on a menées à l'IFV. Et je vais vous parler dans un premier temps du réseau matière organique qui a été mis en place par l'IFV. Et pour finir, je redirai un tout petit mot sur l'expérimentation qui avait été mise en place par René Morla sur le secteur de Chinon. Alors le réseau matière organique nationale a deux enjeux. Le premier vise la qualité du sol. Alors la qualité du sol, c'est le maintien, voire l'amélioration des caractéristiques physico-chimiques. Et puis également la qualité des produits. On souhaite aussi observer si l'apport d'amendement peut avoir un effet néfaste à la parcelle. Alors l'avantage d'un réseau, c'est sa force en fait. Ça permet d'avoir de nombreuses collaborations entre organismes. Donc nous travaillons avec les chambres d'agriculture, l'INRA et puis la société Agrotransfert. La société Agrotransfert étant chargée de mettre au point un outil de modélisation pour pouvoir après faciliter le conseil en termes de gestion de la matière organique. Ça nous permet d'être dans des conditions pédoclimatiques très variées, puisque nous n'aurons pas à Angers le même climat qu'à Narbonne, par exemple. Tous les protocoles de suivi sont communs, mais néanmoins, il y a des spécificités qui sont propres à chaque région, puisque nous avons souhaité, dans le cadre du projet, de pouvoir utiliser des filières qui étaient propres à chaque secteur. Donc, par exemple, nous avons des collègues qui travaillent sur le compost de verre de lavandin. Voilà, à Angers, on ne travaille pas sur le compost de verre de lavandin puisque ce n'est pas notre spécialité. René Morla avait travaillé sur le compost de champignons, par exemple. Les apports des amendements se font tous les 4 ans. Et sur tous les sites, il y a restitution des bois de taille. Alors, les doses que nous apportons visent à augmenter, dans certaines situations, la quantité de matière organique. Dans d'autres, comme c'est le cas dans l'essai que je vais vous présenter, on essaye au minima de compenser les pertes qui ont eu lieu sur notre parcelle. Et donc ça, c'est calculé en fonction de la teneur en carbone et de l'ismo du produit apporté et des analyses de sol que nous avons réalisées. Donc à partir de ces analyses de sol, on calcule une perte théorique de matière organique. On regarde ce que les produits apportés peuvent compléter et on essaye de calculer, de compenser cette perte. Donc c'est un réseau qui a été constitué en 2009. Comme vous avez pu voir sur la petite carte précédente, il y a 8 sites qui sont mis en place. Alors on peut considérer que 8 sites, c'est peut-être pas beaucoup, mais en fait le suivi est très lourd et donc on n'a pas les capacités de suivre plus, d'autant plus que les analyses de sol sont quand même particulièrement onéreuses. Donc voilà, donc on se situe quand même avec des conditions différentes, suffisantes pour avoir une vue globale et espérer avoir des résultats qu'on puisse généraliser. Donc sur le réseau, au niveau du sol, on fait un point zéro. Et puis on refait un point avant l'apport de chaque amendement, donc à 4 ans et à 8 ans, avec des analyses classiques, granulo et puis chimie, la densité apparente. Et puis on réalise également des analyses sur le produit pour reconnaître effectivement ses caractéristiques physico-chimiques et biochimiques, et en particulier l'ISMO, donc l'indice de stabilité de la matière organique, qui représente la fraction stable de matière organique de votre produit. Sur vigne, chaque année, on va réaliser des mesures pour contrôler la vigueur par la pesée des bois de taille. Nous faisons les contrôles, on va dire, classiques à la récolte avec acidité, pH, sucre, degré, etc. On suit également l'herbe qui est sur nos parcelles, donc dans les situations enherbées comme dans les situations non enherbées. Et on réalise des mesures d'azote et carbone sur tous les prélèvements qu'on fait, aussi bien bois de taille qu'enherbement et adventice. Alors chez nous, je dis chez nous, on dit la parcelle Saint-Jean, donc c'est situé à Saint-Jean-des-Mauvrais. Donc on a les mêmes objectifs que pour le réseau national. Donc quel amendement apporté au sol peut entraîner des effets, aussi bien sur le sol que sur la vigne que sur les raisins.
Et puis on se pose la question, est-ce qu'on peut trouver des liens entre les analyses de sol qu'on fait, celles qui sont réalisées sur le végétal et sur les raisins ou sur les amendements. Alors chez nous, 4 modalités ont été mises en place. Donc nous avons le témoin. Sur la modalité témoin, on remet uniquement les sarments broyés au sol. Sur d'autres modalités, nous avons du compost de déchets verts. Sur la 3e, du compost de marc de raisin. Et puis sur la 4e, on a souhaité tester une spécialité commerciale à base de végétaux et qu'on appelle VEG. La modalité compost marc de raisin est testée sur 2 autres sites et le compost de déchets verts est testé sur l'ensemble des sites en France. Sur notre secteur, on a couplé ces essais sur 2 types d'entretien du sol. Donc on a une parcelle qui est en entretien du sol mécanique et puis l'autre qui est un enherbement en théorie à 80%. Voilà. Et puis on reste bien sûr dans l'objectif de compenser les pertes de matière organique à partir de ces données-là. Alors quels sont Non, avant de vous parler des résultats, je vais vous préciser que donc on a bien fait effectivement les points 0, puis on avait pondu en 2010, en 2014, et le prochain point sol aura lieu la semaine prochaine. Donc voilà, ce sont vraiment les premiers résultats que l'on a, et on fait le 3e épandage en février 2018. L'étude est prévue jusqu'en 2021, donc elle a été initialement prévue dans sa phase sur 12 ans. Donc les résultats que je vous donne sont encore incomplets et ils peuvent éventuellement évoluer. Donc à la suite de ces 2 premiers apports, on observe tout d'abord au niveau du sol que c'est le mode d'entretien du sol qui prime sur les effets qu'on pourrait attendre d'un amendement. Donc les modalités qui sont enherbées sont plus riches en carbone et en azote organique que les modalités qui sont travaillées. On peut insister aussi sur la proportion de matière organique vivante qui est de 2 fois supérieure sur les sols enherbés en comparaison avec le sol qui est travaillé. Donc non seulement l'enherbement apporte de lui-même une source en azote et en carbone organique, mais en plus elle favorise la vie des micro-organismes. Donc on va dire que le système reste équilibré. Dans nos conditions d'essai, et je le précise parce que cela n'a pas été observé sur tous les sites en France, on observe que le compost de déchets verts pourrait avoir un effet. Alors attendez, j'ai cliqué un petit peu trop tôt. Voilà. Donc le compost de déchets verts a eu un effet significatif et on a vu qu'il y avait une augmentation de l'azote organique, du pH, mais également une augmentation de la matière organique vivante et de la qualité et de la quantité du carbone. Dans tous les cas, on a le témoin qui reste la modalité la plus pauvre en azote et en carbone, mais néanmoins, d'après les mesures et les calculs qu'on a pu faire, c'est une quantité de carbone qu'on apporte qui est suffisante pour maintenir le taux de carbone à la parcelle. Et puis, autre effet qu'on a perçu, mais qui n'a pas été forcément perçu dans d'autres régions, c'est que le compost de marc de raisin aurait plutôt une tendance à l'acidification du sol, ce qui n'est pas forcément quelque chose qu'on recherche. On a réalisé par ailleurs différentes analyses sur la vigne et sur l'herbe, et donc on a mesuré les quantités d'azote et de carbone pour connaître les quantités qui pouvaient être restituées, puis observer les effets qu'on pouvait avoir sur la croissance. Donc, je ne vais pas faire de comparaison sur les quantités de matière apportées entre le système enherbé et travaillé, parce que vous imaginez bien que sur la parcelle enherbée, on a beaucoup plus de biomasse qui est restituée au sol que sur la parcelle travaillée, même si on prélève et qu'on fait des analyses sur les adventices. En revanche, on observe sans surprise les effets de l'enherbement qui joue son rôle de régulateur de la vigne. Voilà, très clairement, il y a une maîtrise de la vigueur dans le système qui est enherbé. La quantité de sarment
est d'environ 1,85 tonnes par hectare sur les systèmes qui sont travaillés, et on n'est que à 0,4 tonnes par hectare sur la parcelle qui est enherbée, qui avait en particulier beaucoup souffert de l'installation de l'enherbement au début de l'étude. Alors aujourd'hui, elle s'est un petit peu rééquilibrée, mais voilà, on observe bien cette maîtrise de la vigueur. Alors ce qui est surprenant par contre, c'est que sur la parcelle enherbée, les teneurs de carbone, donc on va dire les concentrations des bois en carbone sont supérieures à celles qui sont observées sur les parcelles travaillées. Et donc quelque part, ça compense presque la perte de matière liée au manque de bois. Donc le bilan carbone n'est pas si mal que ça. Alors pour les indicateurs raisins, je me suis dit que j'allais juste vous montrer cet ACP pour... Voilà, en fait, les individus, spontanément, quand on fait l'analyse statistique sur l'ensemble de la base de données qu'on a récoltée depuis 2010, ils se regroupent par millésime. Donc très clairement, ce qui influence le plus la qualité de vos raisins, c'est le millésime. Le second poids, c'est celui de l'enherbement, puisqu'on observe les conséquences de la maîtrise de la charge avec une concentration des raisins, des baies qui sont plus petites, puisque lorsqu'on fait le poids des 200 baies, on est à 269 grammes sur la parcelle travaillée et seulement à 220 grammes sur la parcelle enherbée. Et puis une diminution en quantité, puisqu'on a environ 11 grappes sur la parcelle travaillée et seulement 8,5 sur la parcelle qui est enherbée. Donc ensuite, sur les analyses de raisins, on observe les conséquences directes liées à cette diminution de la charge. On a cherché à faire des comparaisons uniquement sur le facteur amendement et on n'a pas observé d'effet stable. Donc on observe ponctuellement des effets de tel ou tel amendement, mais sans pouvoir observer ni de continuité, ni de pouvoir expliquer. On a observé par exemple que la spécialité du commerce semblait apporter un regain de vigueur, mais uniquement les années où on la mettait. Il n'y a pas de continuité sur l'année N plus 2, N plus 3 et N plus 4. Donc ce qu'il faut retenir de ces résultats partiels, en fait, c'est la capacité qu'on a à maintenir le stock de carbone, à la fois par l'apport des sarments, essentiellement par l'apport des sarments et peut-être par l'apport d'amendements. On n'a pas encore d'éléments qui permettent d'orienter sur tel ou tel amendement. Et finalement, les résultats appuient ce qu'on sait déjà, à savoir que l'entretien de l'interrang, il est fondamental pour la conservation de son patrimoine carbone et la vie des micro-organismes du sol. Et puis si vous n'êtes pas convaincu, je crois que mes collègues ont prévu de le faire et de finir de vous convaincre à ma suite. On a travaillé avec l'Institut de mathématiques appliquées, donc je rends à Kerry, ma stagiaire, ce qui lui appartient. Et son objectif à elle, c'était de voir si, dans les différentes analyses qu'on fait sur les compartiments, on va dire sol, vigne et raisin, on pouvait observer des liens. Est-ce qu'on aurait été capable de dire, par exemple, dans la situation où on observe qu'il y a une augmentation de carbone dans le sol, on s'aperçoit que systématiquement, il y a plus de sucre dans les raisins. Donc la réponse est non. Pour l'instant, on n'a pas réussi à trouver d'éléments qui nous permettaient de relier ces différents compartiments à partir des résultats qu'on a observés. C'est une étude qui avait été initiée par René Morla de l'INRA, et en fait, je voulais vous en reparler pour une seule raison, à savoir que c'est le seul essai qui a été mené sur une durée aussi longue en France. Et donc, ça vaut le coup de le souligner, parce que quand on connaît la dynamique du sol, faire une étude qui a débuté en 1976 et qui s'est achevée dans sa première phase en 2004, c'est assez rare, mais c'est nécessaire finalement pour observer. Nous, on se dit qu'au bout de 12 ans, on n'est même pas sûr d'avoir des résultats. René Morla avait mis en place 6 modalités. La première modalité, donc, qui était une modalité témoin sans rien, une modalité ensuite qui était juste des sarments broyés, une modalité où vous l'avez apporté du compost de fumier de bovin, soit en dose simple, soit en dose double, et une modalité avec du compost issu de champignonnières, soit en dose simple, soit en dose double. Ces tout premiers résultats sur le sol ont été observés au bout de 12 ans. Voilà, donc finalement, pour moi, c'est l'élément le plus intéressant de son étude. Au bout de 12 ans d'apport annuel sur ces parcelles, il a observé des premiers résultats. Donc, il a observé qu'il y avait des augmentations
de la biomasse microbienne et des meilleures capacités de rétention en eau sur les modalités qui avaient reçu un amendement simple. En revanche, sur les placettes qui avaient reçu des amendements doubles, il s'est aperçu que c'était en excès. Au bout de 14 ans, il a observé des effets sur le système racinaire de la vigne, mais seulement au bout de 14 ans. Et là, il a observé que tout ce qui était en dose simple favorisait le système racinaire, la croissance et le rendement, et avait également des effets positifs sur la composition analytique des raisins et de la chimie et du vin. Pardon. En revanche, sur les modalités où il avait mis des doses doubles, il s'est aperçu qu'il y avait une diminution du système racinaire, une diminution de la croissance et du rendement, et nous, on a observé par la suite un taux de mortalité des vignes qui était très nettement supérieur. En fait, le seul paramètre sur lequel il n'y a pas eu de souci pour les placettes où il y a eu des amendements trop importants, c'était sur l'azote assimilable. Voilà. Donc là, il n'y avait pas de souci, il y avait une bonne dose d'azote assimilable dans les raisins et ça ne posait pas de problème. Voilà, donc je voulais vous représenter cet essai pour terminer, pour vous montrer qu'apporter des modifications à son sol, c'est un travail de longue haleine. Et ça doit vous inciter à en prendre soin régulièrement plutôt que d'attendre d'être dans une situation dégradée. Deuxièmement, il n'en faut ni trop peu. Voilà. Et enfin, retenir que le broyage des sarments, ça reste de toute façon une approche intéressante, puisque tous les résultats que René Morla a accumulés et les nôtres nous montrent qu'on est proche des résultats du témoin et que donc ça permet de conserver un taux de matière organique à minima.